Depuis plusieurs années, vous êtes l'une des plus grandes signatures du Festival de la correspondance de Grignan, historienne spécialiste du XVIIIe, écrivaine, passionnée des femmes qui ont écrit l'histoire autant qu'elles l'ont racontée. Vous avez signé cette année l'adaptation de Lettres d'une femme puissante. Bonjour Cécile Berly. Bonjour. Alors pour commencer, je sais que vous accompagnez ce festival depuis plusieurs années. Qu'a-t-il de particulier pour une historienne? Ah, alors c'est une excellente question. Parce que je pense qu'effectivement, j'ai une vision de ce festival qui est très orientée par ma qualité d'historienne, justement. Tout à l'heure, vous l'avez gentiment rappelé, je travaille depuis plus de 20 ans sur l'histoire des femmes. Alors, qu'on puisse imaginer qu'une telle manifestation littéraire, historique, culturelle puisse entièrement s'orienter, se construire à partir de la figure de Madame de Sévigné. Évidemment, Mmh. ça me touche infiniment. Mais Grignan, c'est aussi un rapport à l'espace et au temps, hors du temps, et qui de ce fait touche forcément les historiens parce que c'est pas du tout passéisme. Alors pas du tout, du tout. Mmh. Au contraire, on est très très ancré dans des problématiques extrêmement actuelles, extrêmement contemporaines, et on a cette possibilité d'interroger des sources du passé, ici en l'occurrence des correspondances, des lettres, avec nos sensibilités actuelles. Et pour moi, quelque part, c'est ça aussi faire histoire. En tout cas, à chaque fois, je propose des sujets, des adaptations pour cette si belle scène. Il y a évidemment toujours cette idée d'interroger à partir du passé notre présent, nos sensibilités qui sont vraiment des sensibilités actuelles. Mmh. Cette année, le thème était donc la correspondance, portrait d'une époque. Mhm. Finalement, est-ce qu'une lettre raconte peut-être davantage une époque qu'un simple traité d'histoire? Ah, ça, et ça depuis le temps que je me bats pour. Vous savez, les historiens, pendant très très longtemps, ont très clairement non seulement négligé, mais même méprisé la correspondance et la lettre en particulier. Ce correspondance et lettre pour un historien, une historienne, c'est pas tout à fait les mêmes objets. Tout ce qui relève de l'écrit de l'intime, du sensible, etc., c'était tout simplement pas pris au sérieux. Mmh. Et entre autres parce que beaucoup de ces lettres ont été écrites par des femmes. Voilà, Mmh. faut formuler des choses Clairement. Mmh. simplement, c'est-à-dire que parce que justement ce sont des écrits comme les femmes ont écrit, ont toujours énormément écrit et ont en particulier beaucoup écrit de lettres, et pour cause, parce qu'elles avaient aucune ambition littéraire, éditoriale, il n'y avait pas d'ambition, il n'y avait pas de projet de carrière derrière tout ça. Mmh. Une femme, contrairement à un homme, elle va écrire pour le plaisir et le besoin d'écrire. Elle n'a pas forcément l'objectif de devenir femme de lettres, écrivaine ou autrice. Mmh. Et c'est d'ailleurs ce qui explique largement pourquoi on a pu autant oublier, cacher et mépriser toutes ces lettres, alors qu'en fait, ce sont de véritables joyaux, et on peut même dire que, quelque part, à l'image d'une Madame de Sévigné, ce sont ces lettres, justement, qui font l'auteur, qui font Mmh. la femme ou l'homme de lettres, justement. Et donc, dans le cas de Grignan, justement, il y a aussi ce décloisonnement qui est pour moi essentiel, c'est-à-dire décloisonner ce qui relève strictement de l'historique, ce qui relève strictement du littéraire, de l'artistique, du scénique, et on peut mêler toutes les approches, toutes les problématiques, et proposer de ce fait-là, je crois, un spectacle ô combien à la fois vivant et sensible. Mmh. On va passer à la star du jour, hein, Madame de Pompadour. Vous Oh. travaillez sur elle depuis longtemps. On croit tous à peu près la connaître, mais qui était-elle, la véritable Madame de Pompadour? La véritable Madame de Pompadour, on l'a vue à Grignan la semaine dernière avec bonheur. Et puis, Mmh. en fait, elle est à des années-lumière, si j'ose dire, de ce que l'on croit. Pompadour, c'est devenu un peu comme une marque, Mmh. au même titre qu'un Voltaire, une Olympe de Gouges. C'est-à-dire que concrètement, on croit les connaître, mais on les connaît pas du tout. Mmh. C'est-à-dire que, alors, Madame de Pompadour, comme j'ai voulu donner pour sous-titre à cette adaptation, c'est une femme Mmh. puissante,
On le voit d'ailleurs en premier lieu parce qu'elle a un rapport extrêmement fort à l'écrit, parce qu'elle a compris une chose essentielle, c'est que l'écrit, c'est le pouvoir. Donc, quand on a du pouvoir, on écrit beaucoup. Voilà. Elle passe une grande partie de ses journées, alors qu'elle est une hyper active, la plume à la main, pour donner des ordres, pour donner des conseils, pour expliquer sa vision, qu'elle soit politique, culturelle, religieuse, militaire. Elle est très clairement omnipuissante, omniprésente. Et ça, on le mesure très très bien à ses lettres. Madame de Pompadour, comme j'ai toujours dit à mes lecteurs, si vous attendez des histoires sulfureuses, scandaleuses, une histoire par le trou de la serrure, avec elle, vous allez être profondément déçus. Parce que Madame de Pompadour, en termes de sexualité, alors c'est ça qui est évidemment fascinant, elle n'a jamais été aussi puissante que quand elle va quitter le lit du roi. Au total, elle reste presque 20 années à la cour de Versailles. On pense qu'elle est à peu près restée 5 années dans le lit du roi, mais elle va devenir véritablement la favorite royale et non plus seulement la maîtresse royale, une fois qu'elle va avoir justement rompu tout lien charnel avec Louis XV. C'est inédit dans l'histoire de France. Voilà. Ça veut dire qu'elle a des compétences qui dépassent évidemment largement les seules compétences sexuelles ou charnelles. Elle a en premier lieu la conscience du roi Louis XV. Et ça, c'est même un outil évidemment de pouvoir. Donc moi, je me bats depuis des années, et c'était très clairement un objectif depuis mes premiers travaux, depuis mes premiers livres consacrés à Madame de Pompadour, qu'elle finisse sur la scène de Grignan, parce que ça permet justement de pouvoir montrer la véritable Madame de Pompadour, des facettes qui sont totalement inconnues, ignorées, si j'ose dire, d'un grand public, et pour montrer, effectivement, pour casser, pour avoir une lecture totalement iconoclaste de cette femme. Vous pensez par exemple à son humour, à ses fragilités, à des choses qu'on ne touche pas du doigt de prime abord comme ça. Dans la lettre, on va pouvoir déterminer ça. Exactement, en la lisant. Grâce à ces lettres. Alors, on n'est pas évidemment là dans des lettres, on n'est pas dans le grand style, même si elle écrit plutôt bien, mais elle écrit très vite, donc elle n'est pas dans une logique de grand style. C'est pas une styliste, Madame de Pompadour. Mais elle est dans une logique de démonstration toujours de sa puissance et de sa connaissance extrêmement étroite, poussée, de ce qu'est le pouvoir, de ce qu'est le fonctionnement de la monarchie, de ce que sont les institutions, du caractère du roi, de la personnalité des courtisans et des courtisanes qui évoluent à la cour de Versailles. Bref, grâce à ces lettres, alors malheureusement on en a perdu énormément, mais on la touche, si j'ose dire, du doigt, c'est-à-dire qu'on peut justement dévoiler qui elle est véritablement. Mais ça demande un petit effort quand même, parce que l'imaginaire qui existe à propos de Madame de Pompadour, si j'ose dire, il est très confortable, parce qu'il est racoleur, parce qu'il est fantasmé, parce qu'il est archi-sexualisé, alors qu'en fait, on a affaire à une femme, je ne dirais pas simple parce que ça ne me correspond pas du tout, mais qui a une profondeur, une authenticité qui sont absolument désarmantes. Comment vous avez choisi parmi ces centaines de lettres, justement? Quelle a été votre réflexion pour faire ces choix? Alors, pour cette adaptation liée à Grignan, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un travail littéraire et pour le coup stylistique, dramatique qui est extrêmement difficile, c'est pour ça qu'il est si passionnant. Là, je voulais justement montrer Madame de Pompadour, cette espèce de boule à facettes, pour montrer justement toutes les facettes qui forment cette personnalité ô combien complexe, qui est totalement iconoclaste. Et donc, j'ai essayé de montrer à quel point c'était une personnalité qu'on ne connaissait pas. Et donc, de ce fait, il fallait que par chacune des lettres, on puisse entrer dans un aspect à la fois de son pouvoir, de ses compétences ou de son manque de compétences, parce que par exemple quand elle se mêle de la guerre, elle est pas militaire professionnelle, Madame de Pompadour. Donc évidemment, ça lui arrive comme à chacune et à chacun de sortir des bêtises, mais l'idée c'était de montrer un portrait qui soit le plus vaste, le plus riche, le plus complet possible. Dans ce premier essai de Madame de Pompadour sur scène, parce que c'était la première fois
tout court, en fait, qui avait un tel exercice littéraire et historique à partir de Madame de Pompadour. Justement, est-ce que vous avez parfois eu le sentiment en préparant tout ça que peut-être elle avait déjà écrit pour être entendue au théâtre, du moins sur scène? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez ressenti ça? Excellente question. Excellente question. Parce que Madame de Pompadour, alors déjà, moi je crois très moyennement à la naïveté quand on écrit, quand on a une telle intelligence et qu'on est une telle femme d'État. Il n'y a pas de naïveté, il n'y a pas de place pour la naïveté. Ou alors vraiment de façon extrêmement marginale. Mais il faut savoir que, et malheureusement ça fait partie des facettes que j'ai pas pu forcément bien montrer parce qu'il n'y avait pas de lettres suffisamment satisfaisantes pour insister sur cet aspect-là. Madame de Pompadour était ce que l'on appelle au XVIIIe siècle une comédienne de société. Et qu'elle était très clairement, alors ça là-dessus, elle a accompli sa fonction avec brio, plus qu'avec brio même. Elle était fascinante quand elle était sur scène. Fascinante. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que Élodie Frégé nous a montré quand même, alors c'est évidemment lié à son charme, à son charisme, à sa beauté, à sa façon de pouvoir se mouvoir sur une scène. Ce charisme, la façon dont elle a su montrer, imposer Madame de Pompadour épistolière. Mais ce côté femme de scène, femme qui brillait à la cour aussi sur la scène d'un petit théâtre privé, tout ça pour dire que concrètement, Madame de Pompadour, elle avait aussi l'ambition très probablement de retenir l'attention non seulement de ses contemporains, mais aussi de la postérité. Et que là-dessus, elle a malheureusement en partie échoué, quoique, parce que ça, par contre, j'ai réussi à le mettre dans l'adaptation, même si c'était très, très risqué. Toutes ces lettres apocryphes qui ont été écrites après sa mort, qui ont été publiées à Londres, diffusées aux quatre coins de l'Europe, 8 années après sa mort, parce qu'on veut faire parler Madame de Pompadour. Bien sûr. Parce qu'elle fascine, elle a tant fasciné de son vivant qu'elle ne peut continuer à fasciner après, y compris après sa mort. Et ça veut dire que c'est un personnage, moi je crois très sincèrement, ça fait maintenant une bonne dizaine, presque 15 ans d'années que je travaille sur Madame de Pompadour. Je pense qu'on est seulement dans un début, en fait, et je pèse mes mots, de réhabilitation de cette femme. Et que Grignan, comme je l'ai dit quand je suis intervenue avec Pierre-Yves Beaurepaire au Café littéraire, qui a été un moment exceptionnel, et comme on a pu se le dire à plusieurs reprises avec Éric Emmanuel Schmitt, il y a vraiment cette idée de montrer une image totalement iconoclaste, parce que je crois qu'on ne commence seulement avec nos sensibilités, avec l'évolution du ou des féminismes, avec le post-MeToo, avec toutes ces évolutions sociales et sociétales. Ce n'est que maintenant qu'on peut commencer à poser un regard enfin nuancé sur une favorite royale, de la trempe, de la profondeur d'une Madame de Pompadour. Mais ça prend énormément de temps. Et j'ai envie de dire que globalement, Madame de Pompadour, c'est quelque part un laboratoire de recherche absolument exceptionnel pour croiser, brasser toutes les problématiques concernant l'histoire des femmes. À partir de quand une femme peut véritablement apparaître au sens propre comme figurée sur la scène de l'histoire. Justement, en 2024, je crois que vous avez publié Elles écrivent. Oui. Est-ce que cette histoire de la correspondance féminine, elle ne nous parle pas finalement davantage du présent que du passé? Mais complètement. Et c'est bien la raison pour laquelle ce livre, Elles écrivent, où était évidemment présente Madame de Pompadour, avec, je crois de mémoire, 8 autres femmes. C'est parce qu'il est temps de les lire. J'ai envie de dire que nous sommes globalement prêts à accepter de détruire nos idées reçues
sur ce que sont les femmes dans l'histoire, dans la littérature, le rapport des femmes à l'écriture, le rapport des femmes dans l'histoire de leurs ambitions. Je déjeunais il n'y a pas si longtemps que ça avec une amie que j'aime beaucoup qui me disait, mais enfin Cécile, arrête d'employer pour les femmes le mot ambitieuse ou d'employer cette expression d'ambition féminine. Parce que c'est très mal vu. Mais je dis, mais il faut changer de paradigme. Parce qu'une femme ambitieuse, il est temps justement, et je pense que alors là, l'intérêt, la nécessité de se tourner vers l'histoire, elle est incontournable. C'est-à-dire d'accepter de comprendre que nous avons justement besoin de l'histoire comme outil pour comprendre nos problématiques actuelles. Et qu'effectivement, quand ces femmes surgissent, alors que ce soit au sens propre sur la scène extraordinaire de Grignan ou sur la scène de l'histoire à travers des livres, des adaptations, enfin tout ce que l'on peut créer, parce que moi je fais partie des historiens qui essaient justement de ne pas exister, de ne pas faire exister mes sujets et donc mes femmes seulement dans des livres. C'est vraiment toute une démarche que je n'hésite pas à qualifier d'engagement. J'attendais Madame de Pompadour à Grignan depuis pratiquement 15 ans et je l'ai dit à Éric Emmanuel Schmitt, Pompadour à Grignan, c'est une étape essentielle dans l'histoire de Madame de Pompadour. Ça me fait des frissons, dites. Vous avez fait parler Marie-Antoinette, Madame de Pompadour, Vigée-Lebrun. Alors, la prochaine femme du 18e que vous rêveriez de faire entendre à Grignan, qui choisiriez-vous là? Alors, à Grignan, celle à laquelle je pense, parce que mon prochain livre, je fais de la publicité sauvage, j'en suis désolée. On est là pour ça. Pour le 3 septembre sort mon prochain livre, qui est Olympe de Gouges, l'autre Voltaire. Bien, oui. Olympe, le problème, c'est qu'elle a écrit très peu de lettres, parce qu'elle ne s'est pas encombrée des principes de la plupart, si j'ose dire, de mes femmes. Elle a toujours, c'est pour ça qu'elle en est morte d'ailleurs, elle a toujours affirmé son identité de femme de lettres. Alors, une femme de lettres qui affirme son identité et qui dit « mais moi, je veux être lue pour influencer le débat public », elle n'a pas besoin d'écrire des lettres dans sa chambre ou dans son boudoir. Elle écrit pour des idées, pour des combats. C'est en ça qu'elle est l'autre Voltaire du XVIIIe siècle. Une femme que j'aimerais probablement voir ou revoir sur la scène de Grignan, parce que je crois qu'il y a déjà une adaptation, il y a très longtemps, des lettres de Marie-Antoinette, mais il est temps justement aussi de casser l'image de Marie-Antoinette, parce qu'en fait, c'est une femme qui ne correspond en rien, et on le voit justement quand on étudie de très près et très sérieusement, en n'étant pas dans le fantasme. Quand on l'étudie de près, on voit que Marie-Antoinette, en fait, elle est à des années-lumière aussi de toutes les idées reçues que l'on peut avoir d'elle. Et s'il y a bien un personnage de notre histoire qui accumule les idées reçues, c'est évidemment Marie-Antoinette. Je rêverais aussi de revoir, je sais que la scène de Grignan a beaucoup accueilli Madame du Deffand, mais Madame du Deffand et sa nièce Julie de Lespinasse, deux des plus grands auteurs de l'histoire de la littérature, pour montrer justement la complexité des relations familiales, qui sera d'ailleurs le prochain sujet l'année prochaine en 2027. Et puis peut-être aussi des femmes qui ne sont pas du XVIIIe siècle, parce que je ne suis pas si sectaire, d'autres femmes du XVIIIe siècle et qui ne sont pas du XVIIIe, mais qui éclairent aussi nos problématiques pour quand on repart de Grignan, se dire tiens, maintenant j'ai un nouvel outil pour comprendre un peu le monde dans lequel je vis et peut-être même qui je suis. Pour moi, tout l'intérêt de ce type de manifestation, il est là, justement. Allez, dernière question. Cécile Berly, vous êtes sur la radio du cinéma aujourd'hui. Madame de Pompadour au cinéma, justement. Est-ce que l'écriture d'un scénario vous a déjà traversé l'esprit? Oh que oui. Oh que oui. Oui, mais c'est très difficile parce que Madame de Pompadour au cinéma est présente assez régulièrement dans les films du 18e, mais de façon très évanescente, alors qu'elle était toute puissante. Souvent dans le rôle de la donzelle pas très affûtée, comme dans tous ces films de reconstitution historique, produits en France, en Italie,
où, bon, les femmes n'ont pas forcément toujours le beau rôle, c'est le moins que l'on puisse Mm, mm, dire, mm. mais c'est évident que c'est pareil, je ne comprends pas. Bon, il y a eu un téléfilm il y a quelques années. Bon, mais c'était pas je dis pas que ce téléfilm n'était pas intéressant, mais bon, c'est pas une grande œuvre, loin de là. Et c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi Madame de Pompadour n'a pas encore fait l'objet d'un très grand film, comme Marie-Antoinette, par exemple, a pu faire l'objet. Après, on aime ou on n'aime pas. Et Marie-Antoinette et les films qu'elle a pu inspirer, mais elle a inspiré incontestablement de très grands réalisateurs. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore de grands réalisateurs ou de grandes réalisatrices qui n'ont pas voulu s'emparer de la figure de Madame de Pompadour. Alors, j'ai quand même peut-être une petite réponse. Non seulement un film historique, ça coûte très cher, bien sûr, Mm. mais aussi parce qu'on m'a beaucoup sollicité, aussi bien pour faire des expertises, mais aussi pour créer pour créer des documents de développement, des synopsis, commencer des écritures scénaristiques, et que c'est très difficile. C'est extrêmement difficile, et effectivement, ça serait extraordinaire qu'il y ait un réalisateur ou une réalisatrice qui s'empare de cette figure, parce que c'est, je pense déjà en premier lieu, dans l'intérêt de Madame de Pompadour. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire de son temps et d'une autre? Et dans cette articulation, qui encore aujourd'hui, tout le monde ne peut que l'avouer, cette articulation entre femmes et le pouvoir, qui reste quand même très, très difficile à aborder en toute sérénité. Bon, l'appel est lancé pour les Voilà, scénaristes, réalisateurs. Madame de Pompadour est à vous. voilà. Merci beaucoup, Cécile Berly. Je vous dis rendez-vous en 2027, évidemment, à la correspondance de Grignan. Avec grand plaisir, j'espère. Merci beaucoup. Merci.